te le montrer. Ça marche? Ah, il y a Thérèse qui arrive. Ok. C'est bon. C'est bon? Allez, go! Allez, go! Alors, je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Donc, s'il y a des gens qui regardent en rediffusion. Aujourd'hui, donc, je vous avais dit, on va parler de… En fait, on ne va pas parler, on va expliciter et on va démontrer les différentes hypothèses émises lundi, en fait, sur tous ces travaux testables sur ce qu'ils appellent l'étude glucide-insuline. Donc, il y a des preuves scientifiques. Vous vous doutez bien que je ne vais pas à la pêche aux infos n'importe où. Et pour chacun des faits qui ont été abordés lundi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces hypothèses. Et donc, pour ça, il faut que je partage mon écran. Toc, partager. Voilà, normalement, vous devriez… Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon hypothèse numéro 1? Oui. Super. Donc, l'hypothèse numéro 1. Alors, si je bouge là, vous voyez bien le… Oui, vous voyez les diapos là? Oui. OK. Donc, on disait l'hypothèse numéro 1 de ce modèle glucide-insuline, c'est que plus il y a d'insuline dans le corps, plus ça entraînerait une prise de poids. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Et puis surtout, ce que ça entraînerait, c'est une prise de gras plus importante. Donc, l'insuline, en fait, elle inhibe effectivement la dégradation des graisses. Elle va favoriser ce qu'on appelle la lipogenèse dont on a parlé lundi, c'est-à-dire transformer le sucre en graisse, donc la synthèse des acides gras. Et donc, en résumé, si on écoute cette phrase, elle permet le stockage ou elle favorise le stockage des graisses, donc à partir de ce constat-là, de cette hypothèse. Donc, il y a certains théoriciens ou certains ont théorisé, on va dire ça comme ça, que plus il y avait d'insuline, plus ça entraînait une prise de poids, sauf que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et plus nuancé que ça. Il faut plus voir l'insuline comme un policier qui va réguler le trafic routier. Sauf que là, forcément, l'insuline, il n'y a pas de trafic routier, donc elle va réguler les différentes sources d'énergie entre les glucides, les lipides, pour qu'elles soient utilisées, pour qu'elles soient stockées. Et alors que sur le second schéma, en fait, alors je vais vous le mettre tout de suite, voilà, ici, eh bien, je vous ai illustré en vert le stockage des graisses qui est favorisé par la production d'insuline, et en bleu, je vous ai mis l'inverse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses stockées dans le corps par le foie, comme par exemple lorsque vous consommez, je ne sais pas, 3 repas par jour qui contiennent des glucides, eh bien, vous allez produire de l'insuline pendant ces repas-là qui vont favoriser la lipogenèse, donc le stockage des graisses. Et en bleu, ce sera les périodes de jeûne, en fait, où vous ne mangerez pas, qui vont favoriser, à l'inverse, l'utilisation des graisses, soit ce qu'on appelle la lipolyse, donc ça va aller brûler les graisses et vous les transformer en glycogène, donc dans les muscles pour les autres organes, et c'est elle qui va prendre le dessus. Donc au final, si vous regardez un petit peu le temps de consommation par rapport aux calories que vous en brûlez, eh bien l'équilibre d'insuline là sur 24 heures, elle est totalement maintenue. Il n'y a donc pas plus de stockage que d'utilisation de ces graisses. Et donc c'est malhonnête dans ce schéma-là de faire un zoom uniquement sur les pics verts pour pointer du doigt l'insuline. Donc, si on regarde les travaux sur ce sujet, parce que si le modèle est vrai, à calories égales, il y a plus d'insuline et donc on devrait augmenter en fait la prise de poids. Donc, encore une fois, le principe, c'est de regarder en fait l'ensemble et pas de prendre juste une étude et pas forcément bien faite, puisqu'il y a des études qui sont faites juste sur le pic du repas. En tout cas, une étude qui colle à nos idées reçues quand on fait des recherches. Il
faut surtout pas se fier juste à notre instinct et ce qu'on veut. Alors après, il y a d'autres études, dont une qui s'appelle l'étude en anglais, c'est overfeeding, c'est-à-dire que l'on fait manger plus de calories aux gens qui viennent soit des graisses, soit des glucides. Donc les gens vont manger plus de glucides, eh bien, ils vont forcément avoir un taux d'insuline plus élevé. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Mais ça n'a pas d'effet au final sur leur prise de poids ou pas, parce que la prise d'insuline, en fait, la prise de repas à glucides élevés, eh bien, va être consommée par les phases de jeûne. Et avec les lipides, là, donc la même étude, mais cette fois avec une augmentation de lipides, donc des graisses, à calories équivalentes avec celle des glucides, hein, d'accord? Et bien entendu, ça revient exactement à la même chose. Donc, ces deux cas de régime, entre guillemets, eh bien, vont en fait avoir la même incidence et le même résultat. Et si on part pour des gens qui sont en perte de poids, par exemple, et que vous avez une part de leur repas plus importante en glucides et une autre part de personnes qui baissent leur taux calories de la même façon, mais avec une part plus importante en lipides, eh bien, vous allez avoir exactement les mêmes résultats. Donc, l'insuline, en fait, n'aura pas eu d'incidence sur la perte de poids, que ce soit en hypo ou en hypercalorie. Alors que les glucides, en fait, augmentent énormément le taux d'insuline que ceux qui ont une alimentation réduite en glucides et riche en lipides. Ce qui veut dire qu'une augmentation de l'insuline ne bloque pas plus la perte de poids. Elle est même globalement similaire dans la plupart des travaux entre les régimes pauvres en glucides ou les régimes pauvres en gras. Après, il y a une autre faille dans cette hypothèse-là, et c'est le sujet des protéines. Parce que, en effet, alors je ne vous en ai pas encore parlé, je crois, en tout cas pas dans les vidéos des protéines, mais les protéines, elles ont la faculté de provoquer une sécrétion d'insuline, ce que peu de personnes connaissent. Et selon ce modèle-là de l'augmentation de l'insuline, eh bien, elle devrait donc aussi participer à la prise de poids. Sauf que, comme on l'a vu précédemment là, dans les vidéos sur les protéines, eh bien, c'est tout le contraire. Quand vous augmentez votre taux de protéines dans un régime, eh bien, les protéines, le régime avec une haute forte teneur en protéines va améliorer plutôt la composition corporelle et diminuer la prise de poids. En tout cas, en cas de surplus de graisse. Il y a par exemple des régimes dont vous avez déjà entendu parler avec la fameuse whey, la protéine de lait. Eh bien, cette protéine-là, la protéine de lait, c'est celle qui fait le plus monter l'insuline. Alors, on pourrait penser que ça va empêcher de favoriser la perte de poids, mais en fait, en général, la whey est prise plutôt pour une prise de masse. La prise de masse musculaire, comme tous les sportifs le savent en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, elle n'est pas conseillée aux diabétiques, cette whey. Donc finalement, ou je dirais au final, pour cette première hypothèse, les preuves ne permettent absolument pas de dire que l'insuline est la cause primaire de la prise de poids, comme l'hypothèse numéro 1 nous le disait en fait. Hein, d'accord ? Alors, je vous propose de passer sur l'hypothèse numéro 2, la famine interne. Alors, en anglais, on dit internal starvation. C'est parce que le modèle en fait du glucide, enfin cette science soi-disant glucide-insuline défend aussi l'idée que l'insuline, en bloquant les graisses stockées et en favorisant l'utilisation uniquement du glucose comme source d'énergie, puisque soi-disant elle bloque aussi l'apport des lipides et des protéines, eh bien en fait elle entraînerait une chute de ces sources d'énergie dans la circulation sanguine, ce qui provoquerait une augmentation de l'appétit et donc forcément une hausse de la faim
Et s'il dit hausse de la faim, dit hausse de la consommation alimentaire, qui dit forcément prise de poids. Donc, si cette hypothèse-là, elle est juste, on devrait, dans le sang des personnes en obésité ou en surpoids, trouver des niveaux de glucose et d'acide gras, de glucose haut et d'acide gras inférieur à la normale. Sauf que c'est clairement le contraire, en fait. Dans la plupart des cas, surtout s'ils ont développé une résistance à l'insuline, donc là, je pense aux gens qui sont diabétiques, eh bien, même si on manipulait artificiellement les substrats de ces apports énergétiques, eh bien, on devrait pouvoir observer une différence sur la prise de poids. Alors, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que certaines études ont fait avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce médicament qui s'appelait Acibimox, qui bloquait la libération des acides gras libres, enfin du tissu graisseux, comme le ferait normalement l'insuline, en fait. Enfin, c'est ce qu'ils expliquent. Donc, le résultat de la prise de ce médicament, eh bien, alors ça a été fait sur des études sur 800 personnes pendant 6 mois. Et ça n'a eu absolument aucun impact sur la quantité de calories consommées par le métabolisme. Ça n'a eu aucune incidence sur le métabolisme basal. Et puis, ça n'a eu aucune incidence sur la composition corporelle des patients. Donc, encore une fois, une hypothèse que l'on peut mettre à la poubelle. Hypothèse numéro 3. Alors, l'hypothèse numéro 3, toujours de ce modèle glucide-insuline qu'on vient de voir, c'est qu'une alimentation qui est riche en glucides devrait par nature stimuler plus l'appétit et diminuer la satiété. Et à l'inverse, une alimentation pauvre en glucides devrait diminuer l'appétit et augmenter la satiété par comparaison. D'accord ? Alors, c'est notamment l'un des principes des fameux régimes basés sur l'index glycémique bas. Et là, je pense que certains vont peut-être un peu tomber de leur chaise. Excusez-moi, je vais dire des vérités qui ne sont pas toujours entendues. Et encore une fois, l'important, ce sont les faits et les enquêtes, ou en tout cas les études objectives. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'index glycémique, c'est un corps représentant la capacité d'un aliment à faire monter la glycémie. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de glucose dans le sang par rapport à un taux de référence, ce qu'on appelle le score 200 pour le glucose. Alors, le glucose pur. Vous savez, vous avez déjà vu en magasin des boîtes d'une masse un peu épaisse, un peu gélatineuse, qui s'appelle du glucose. Ça s'utilise beaucoup dans les pâtisseries et les boulangeries. Donc, bref, ce n'est une référence qu'à un score, ce qu'on appelle une notation basique. Donc, il y a aussi la charge glycémique qui prend en compte en plus ce qu'on appelle la quantité de glucides contenus dans l'aliment, avec, si on regarde rapidement certaines études, sans même les lire en détail, mais on pourrait croire qu'effectivement, tout est régi par ces aliments faibles à index glycémique et que si on se concentre sur ces aliments-là, eh bien, la faim va fortement diminuer par rapport à une alimentation à index glycémique élevé et que cette variation de taux de glucose va jouer sur l'insuline et sont bien une explication de la prise de poids. Sauf que non. Alors, je vais vous montrer une autre diapo, une autre photo. Voilà, sur l'index glycémique. Donc, en fait, lorsque l'on prend bien en compte tous les facteurs d'une alimentation, et pas juste un truc, un produit, donc c'est-à-dire les quantités de protéines, de fibres, la densité énergétique, la palatabilité de l'aliment, et bien l'index glycémique en lui-même n'a absolument aucune influence sur le contrôle de l'appétit. Et si ces régimes fonctionnent, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'alimentation
plus riche en aliments bruts. Donc, notamment une augmentation de ce que je vous disais, du taux de fibres, de plus de protéines, d'une faible densité énergétique. Par exemple, si je vous prends l'étude de Dietfix, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une étude qui a suivi 600 personnes pendant plus d'un an avec un groupe qui avait une alimentation qui était pauvre en glucides et puis un autre qui avait une alimentation qui était pauvre en lipides. Eh bien, on a pu établir une moyenne, c'est-à-dire que moins de 1 kg à un moine qui. Je suis désolée, j'ai la bouche tellement sèche que je n'arrive pas à parler. À moins de 1 kg près, eh bien, il y avait exactement la même perte de poids au cours des 12 mois pour les 600 personnes, alors qu'il y avait une différence super notable, puisque du simple au double, sur la charge glycémique de l'alimentation. Donc, puisque d'un côté, c'était fortement réduit en glucides par rapport à celle qui était fortement réduite en lipides. Donc, on peut affirmer qu'il n'y a aucun impact au final sur la perte de poids. Alors, ça va à l'inverse de ce que je vous ai dit un peu hier sur l'infonutrition. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme quand je vous dis, si vous mangez des pâtes sèches ou fraîches, et que vous râpez une courgette dans l'eau des pâtes, eh bien, vous allez faire chuter l'index glycémique. Pourquoi? Parce que vous avez rajouté des phytonutriments, des fibres, et que ça va en fait compenser l'absorption des glucides des pâtes. C'est pareil quand je vous dis si vous mangez une pomme de terre, il vaut mieux la manger avec la peau. Et il vaut mieux la manger bio et au four qu'à l'eau. Parce qu'à l'eau, ça va faire se dégager uniquement comment ça s'appelle, les féculents, en fait, les glucides. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager sur cet index glycémique. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a en fait, ce qui a fait le déclic dans la tête de beaucoup de gens, c'est une étude majeure qui est parue en 2015, c'est assez récent, dans le journal Cell. C'est un journal, c'est sciences, études, je ne sais même plus ce que c'est, le troisième, qui a étudié en fait que justement l'impact des aliments sur la glycémie, sur 800 personnes, en prenant en compte tous les facteurs environnementaux cette fois, comme la flore intestinale, vous savez, le microbiote, le temps passé depuis le dernier sommeil, donc la phase d'éveil. Il y avait aussi la dernière activité physique pratiquée, à quel niveau, et puis le contenu des repas précédents, ce repas riche en glucides, voilà, etc. Eh bien, cette étude-là, elle a montré qu'il y avait en fait vraiment des fortes variations d'une personne à l'autre et que tous les facteurs avaient aussi une influence sur des variations pour un seul et même individu. C'est-à-dire qu'on ne va pas réagir de la même façon selon les jours. Donc, résumé, en fait, il faudrait, je ne sais pas, créer un tableau personnalisé de valeurs d'indice glycémique pour chacun d'entre nous, donc pour tous les habitants de la Terre. Alors, ce qui est, on peut l'admettre quand même, hein, c'est un peu compliqué à faire d'un point de vue pratique. Donc, pour moi, ce n'est pas fiable. Alors, pour finir sur ce sujet de l'appétit, un mot sur un cas particulier. Vous allez entendre parler, ou vous avez peut-être déjà entendu parler de l'alimentation cétogène. Pour rappel, il s'agit d'une alimentation essentiellement de lipides, donc très modérée en protéines et quasiment sans glucides. C'est-à-dire que pour les gens qui le suivent de façon très drastique, ça va être à moins de 50 grammes par jour. Ce qui a pour effet en fait de faire produire des corps cétoniques par le foie, c'est-à-dire des molécules en fait qui vont remplacer le glucose comme source d'énergie. Et on peut déjà dire en fait que cela pourrait ne pas être une explication de l'épidémie de la prise de poids et de l'obésité à partir du moment où il ne s'agit pas d'un modèle alimentaire suivi par tout le monde. Donc, il y a, à part quelques populations sur la planète très spécifiques,
Donc, ça ne rentre pas vraiment dans un contexte de recherche de la prise de poids. Alors, comme j'aime être assez exhaustive dans mes références, il y a certains travaux quand même qui expliquent que la sensation de faim serait légèrement réduite pendant un régime cétogène, sauf que là, ce n'est pas lié à l'insuline, donc ce n'est pas le sujet du jour. C'est plutôt lié en fait à des cétones qui vont avoir un impact sur le cerveau, même si le mécanisme exact n'est pas encore défini de manière scientifique, si vous voulez. Donc, moi, je vais y mettre un énorme point d'interrogation sur ce domaine-là. C'était juste pour vous informer parce que ça va forcément venir à vos oreilles et à votre connaissance. Et puis qu'en plus, comme vous avez, vous qui êtes avec moi aujourd'hui, fait le jeûne, eh bien, vous avez vécu cette expérience cétogène. Donc, vous savez que effectivement, la faim disparaît parce que les corps cétogènes viennent remplacer pour nous avoir de l'énergie. La preuve, c'est que tu la pêches. Voilà. Mais c'est que des cas à part entière. Il n'y a pas d'études scientifiques faites sur un gros panel. Alors, on attaque l'hypothèse, la dernière hypothèse, l'hypothèse numéro 4. Donc, l'hypothèse numéro 4 nous dit qu'un métabolisme plus important, donc en fait, c'est un autre point qui est défendu par les partisans du modèle glucide-insuline qui disent qu'une alimentation pauvre en glucides entraînerait une augmentation du métabolisme de base. Ce qui veut dire qu'à calories égales, le corps brûlerait plus qu'avec une alimentation riche en glucides. Là encore, bien sûr, on peut parfaitement tester cette hypothèse en mesurant précisément le métabolisme des gens. Vous savez, je vous ai expliqué, on les met dans des boîtes, enfin ce qu'on appelle des chambres métaboliques. Donc, bien sûr, ça existe, bien sûr, ça a été fait. Et alors, il existe en fait 29 études disponibles sur ce sujet. Et alors, c'est amusant parce que 50% d'entre elles montrent un léger avantage métabolique pour les régimes pauvres en graisse et 50% des autres pour un métabolisme légèrement en hausse avec un régime riche en glucides. Donc, dans tous les cas, en fait, les variations sont trop faibles pour avoir une réelle signification pratique. Donc, pour moi, en clair, on peut dire qu'il n'y a pas d'avantage visible réalisable dans un sens comme dans l'autre. Donc, j'affirme haut et fort que non, les preuves disponibles ne permettent absolument pas de dire qu'une alimentation pauvre en glucides augmenterait le métabolisme. Pour finir, eh bien, à l'heure actuelle, avec ce modèle, la glucide-insuline, c'est absolument pas soutenu par des preuves scientifiques pour en tout cas expliquer cette épidémie d'obésité ou de surpoids comme cause première de la prise de poids des gens. Donc, pourquoi autant de témoignages positifs dans l'alimentation pauvre en glucides, notamment ces 5 dernières années? Alors, il s'agit surtout je ne veux pas nier les résultats personnels. Hein. Alors, attendez, excusez-moi, je n'ai plus de batterie. Hop là. L'ordinateur va s'éteindre. Voilà. J'ai fait en cours de route, c'est pour ça. Donc, je vous disais, oui, quand les gens vous annoncent des résultats personnels, il ne faut surtout pas les nier au grand jamais, parce que forcément, c'est leur résultat, donc c'est vrai, d'accord, mais c'est des individus éparpillés, en fait. Là, ce que je voulais juste, c'est qu'on comprenne le mécanisme qui est derrière ces soi-disant régimes low carb, donc à faible en glucides. Comment est-ce qu'une personne en fait va fonctionner, et c'est ça qui est absolument formidable. C'est que pour moi, le plus important, c'est que chaque personne atteigne ses propres objectifs sans mettre en danger sa santé. Ça, c'est important pour moi. Mais ce n'est pas simplement à cause des mécanismes qu'on vient de passer en revue, là, les 4 hypothèses, que cette personne est arrivée à son résultat. C'est parce qu'en fait, en diminuant un macronutriment qui est le glucide en entier, eh bien, on élimine automatiquement toute une série d'aliments, ce qui permet, de réduire par exemple les calories, et c'est aussi valable pour les glucides que pour les lipides. Donc, de même, je pense que les gens, quand ils passent dans un mode alimentaire
de changement alimentaire, eh bien, ils vont changer la qualité de leurs aliments en faisant plus attention à leur assiette, la quantité de leurs aliments, et puis ils vont surtout consommer beaucoup plus d'aliments bruts, donc plus de fibres, voire plus de protéines. Alors là, ça devient royal, ce qui va augmenter leur satiété. Et ce n'est pas parce que le modèle en fait glucides-insuline n'est pas une bonne explication que je suis en train de vous dire qu'il faut vous gaver de sucre, hein. D'accord? Surtout pas. Mais si on parle spécifiquement de la perte de poids, le plus important, et je vais revenir dessus parce que je pense qu'en conclusion, ça peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, c'est-à-dire la capacité à suivre un programme sur le long terme par rapport à tel ou tel modèle alimentaire. C'est encore une fois le facteur de réussite numéro 1. Et si beaucoup de régimes échouent, c'est avant tout parce qu'ils sont beaucoup trop restrictifs et que la plupart des gens arrêtent de les suivre au bout d'un moment. Donc après, chacun a sa propre durée, chacun a ses propres limites. Donc c'est par rapport au goût personnel. Vous êtes parfois plus à l'aise avec une alimentation plus riche en glucides ou parfois plus à l'aise avec une alimentation plus riche en lipides. Donc il faut prendre en fait vraiment ce qui correspond à chaque individu. Et donc pour moi, en conclusion, je dirais que c'est important de mettre toutes les fausses croyances de côté sur ce sujet, de ne pas en faire un tabou et puis pouvoir aborder l'aspect concret des quantités et des sources de glucides. Et là, je vous propose qu'on se retrouve demain et puis les jours à venir parce qu'on a dépassé le temps horaire. Alors, on a commencé un petit peu en retard, mais quand même, on ne va pas prendre toute l'après-midi au monde, surtout que en plus, j'ai d'autres rendez-vous et puis qu'il faut que je repose ma bouche.